Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur cette session Zoom. Cette session Zoom qui vous est proposée par l'Alliance israélite universelle à travers la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild, la MABER, et la bibliothèque de l'Alliance, et également par le Cercle de généalogie juive qui se sont associés aujourd'hui pour vous présenter un très important livre, vraiment un travail de recherche extraordinaire. On aura évidemment l'occasion d'y revenir pendant toute la soirée. Le registre de Ketubot de la nation juive de Livourne, généalogie et itinéraires familiaux, que nous ont livré au terme d'un très long travail et d'un très minutieux travail Alain Nedjar et sa femme Liliane, Gilles Boulu et Raphaël Athias. Nous allons donc passer cette soirée ensemble autour de cette formule Zoom que j'imagine vous devez commencer à connaître. Alors, je voulais d'abord évidemment remercier tous les intervenants qui sont présents et vous dire à quel point nous sommes heureux ici à l'Alliance israélite universelle de travailler et de continuer un travail entamé depuis longtemps avec nos amis du Cercle de généalogie juive. Ça fait déjà plusieurs années que nous collaborons ensemble, que nous créons des manifestations, que nous échangeons des données et des informations à travers leur revue ou à travers des conférences que l'on a pu partager. Et surtout, depuis 2 ans, nous avons à la fois la joie, le bonheur et l'honneur d'accueillir très régulièrement un groupe d'une douzaine de volontaires, de bénévoles du Cercle de généalogie qui ont trouvé refuge, si j'ose dire, tous les mardis dans la salle de lecture de la bibliothèque de l'Alliance du 6 bis rue Michel-Ange. Cette salle de lecture qui évidemment peut vous accueillir pour toutes vos recherches. Mais là, depuis 2 ans, ce groupe-là, il fait partie de notre famille, franchement. Et je dois dire que, évidemment, malheureusement, avec l'épidémie, on a dû cesser depuis le mois de mars ces rencontres, on a dû cesser vos visites. Et je dois dire, franchement, les amis, vous nous manquez, à nous, à toute l'équipe de la bibliothèque, parce que ça rythmait nos semaines. C'était des échanges très riches, c'était des moments de travail intense, des moments de drôlerie aussi, avec beaucoup d'échanges et de blagues. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et Philippe Danan va vous montrer très vite à quel point ce travail-là est utile, indispensable et très riche pour tous les apports que les archives de l'Alliance peuvent amener à la recherche en généalogie. Tout ça, donc, ça fait partie du travail général de l'Alliance israélite universelle. Je voulais maintenant passer la parole à Philippe Danan, donc, avec qui nous travaillons déjà depuis plus de 2 ans. Il va vous raconter cette aventure assez extraordinaire de la mise en place de ce groupe de travail pour les archives de l'Alliance, qui succède à un groupe, il vous l'expliquera, qui avait déjà travaillé aux archives des affaires étrangères et qui va donc nous expliquer de manière très détaillée comment et pourquoi et quels résultats il a obtenus avec son équipe en consultant de près les archives numérisées de l'Alliance israélite universelle. Philippe Danan, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier M. Kuppermank pour toutes les paroles aimables qu'il a dites pour l'équipe et pour le CGJ. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de mettre en route le diaporama. Voilà, normalement, ça se voit. Alors, vous voyez le diaporama? Parfait. Alors, le CGJ a entrepris, il y a 2 ans, l'analyse des archives historiques de l'Alliance, dont M. Kuppermank vient de vous parler. Et ces archives historiques, en fait, couvrent la période
1860-1940, et elles sont extrêmement volumineuses. Les pays couverts par ces archives sont l'ancien Empire ottoman, d'avant la guerre de 14, bien sûr, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc et un tout petit peu l'Algérie. Voilà quelques dates clés du développement du système scolaire depuis la création de l'AIU et sa première école de Tétouan en 1862. D'après Aaron Rodrigue, qui est un historien de l'Alliance, il y avait avant la guerre de 14 173 écoles de l'Alliance. Dans ces écoles, pour les garçons et pour les filles. Dans ces écoles, 48 000 enfants étaient scolarisés. Et il y avait 1500 professeurs qui dispensaient leur enseignement. Les professeurs étaient formés à Paris. Pour les filles, pour les institutrices, c'était trois instituts, Bischoffen, le pensionnat de Madame Isaac, et un autre institut qui se trouvait à Neuilly et dont j'ai oublié le nom. Alors, l'Institut de Madame Isaac a la particularité de se trouver à 2 pas de Legnaud, rue Boileau. L'immeuble a malheureusement disparu. Il est remplacé par l'immeuble moderne que vous voyez là, dans lequel il y a le siège de la station de radio Énergie. Par contre, l'hôtel particulier qui abritait autrefois le Legnaud a disparu, je suppose, au cours des années 60. Les objectifs de l'analyse que nous avons entreprise étaient pour l'AIU le rassemblement d'informations susceptibles de créer ultérieurement un index nominatif des archives. Pour le CGJ, il s'agissait plutôt de mettre en place progressivement, sur la base de données régie, des informations propres à aider nos membres dans leur recherche généalogique. À partir des premiers résultats que nous avons obtenus, le CGJ a chargé sur son site dans la base de données régie plus de 20 000 enregistrements à l'intention de ses membres, chaque enregistrement apportant plusieurs renseignements personnels et éventuellement facilité de régie étant associée à une illustration. Vous avez là l'ensemble des pays que nous avons fréquentés ces derniers temps. La prochaine fois, il y aura en plus la Perse. Il se trouve c'est la limite est de l'expansion de l'AIU. Les documents des archives sont pour l'essentiel des lettres adressées à l'AIU à Paris par les directeurs des écoles et les professeurs des écoles. Et c'est extrêmement riche parce qu'il raconte aussi bien la vie scolaire que la vie du pays. On a aussi de nombreuses listes de notables, d'élèves, d'apprentis, de personnes secourues, et tout ça nous donne une certaine vision des sociétés et des communautés que nous examinons. Quand on sait que l'AIU recevait dans ses écoles aussi bien des élèves payants que des élèves gratuits, que l'œuvre scolaire s'est attachée à une œuvre de nourriture, d'apprentissage et d'habillement, on se rend compte que 173 est bien le chiffre qui suffit à apprécier l'effort considérable accompli en un demi-siècle. Alors ceci est un extrait d'archives. Les professeurs, quand ils demandaient leur budget, rappelaient la situation en élèves payants et en élèves gratuits. Alors là, c'est 2 tiers gratuits à peu près. Pour faire le travail, le CGG a organisé une équipe de 12 personnes. Le Covid a passablement perturbé notre activité, mais nous commençons maintenant à travailler en mode virtuel. Et nous sommes maintenant repartis dans le travail en regrettant énormément le présentiel, contact permanent entre nous et surtout avec la chaleur de l'Alliance.
Naturellement, l'équipe CGJ s'est organisée pour que les résultats du travail d'analyse, remis régulièrement à l'AIU, constituent le socle de l'effort nécessaire pour introduire des informations utiles sur la base de données régie, qui est la base de données du site CGJ. Cette base de données est susceptible de recevoir des informations d'origine diverses et d'associer à ces informations des illustrations dans les différents formats. Il y a actuellement dans Régie environ 130 000 enregistrements et près de 30 000 illustrations. Un excellent soutien informatique à toutes les étapes de notre activité nous a permis de transformer les données issues des données des dossiers AIU, d'automatiser, de les rendre compatibles avec la norme d'interface de Régie, d'automatiser le rapprochement des illustrations sélectionnées lors de l'analyse avec les enregistrements auxquels elles se rapportent. Pour le CGJ, cette opération fait suite à une démarche analogue centrée sur ce qui concerne les Ottomans en France dans la guerre de 14, exécutée aux archives diplomatiques à la Courneuve. Un exemple sera peut-être plus agréable pour tout le monde pour suivre notre démarche. En 1882, l'Alliance crée l'école professionnelle de Jérusalem. L'objectif est de former des ouvriers spécialisés ou des contremaîtres dans 5 domaines: menuisier, forgeron, chaudronnier, sculpteur sur bois, élève entrepreneur, c'est-à-dire assistant architecte. En 1902, cette école est dirigée par Albert Antebi et la promotion sortante compte environ 100 élèves. La sortie s'effectuant non pas à date fixe, mais progressivement au cours de l'année. Nous voyons parmi les élèves sortants quelques-uns qui sont originaires des pays d'Europe de l'Est. Ils ont probablement quitté leur pays en raison pour échapper aux persécutions permanentes qu'ils subissaient. De nombreux élèves non juifs font aussi partie de cette promotion. Et dans chaque promotion, il y a une dizaine de bons éléments qui vont compléter leurs études en France, et certains, en particulier, dans les écoles des arts et métiers. Alors, les arts et métiers, ce n'est pas par hasard, parce que Albert Antebi lui-même avait été aux arts et métiers successivement à Châlons et à Angers. Alors, évidemment, il était inscrit à l'amicale des anciens, Gazar, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, et cette année-là, en 1902, il avait malencontreusement oublié de payer sa cotisation à l'amicale, et l'amicale lui a envoyé une lettre de rappel qui figure dans les archives. À cette époque-là, toujours en 1902, une vive crise oppose Albert Antebi simultanément à des juifs traditionnalistes à Jérusalem et à des sionistes. Et tout ce qui se passe au premier semestre 1902 a été rassemblé par l'AIU dans un fichier PDF d'environ 450 pages. Albert Antebi, à cette époque, fait un rapport sur tout l'ensemble des élèves qui sont passés par l'école depuis sa création. Dans ce rapport, il y a d'abord quelques pages de synthèse avec ce type de tableau qui donne un tableau statistique du métier de ces braves gens, et la répartition de la promo 1902, et des feuilles comme ça, il y en a 22, où, nom par nom, on a la date d'entrée dans l'école, la date de sortie de l'école, l'origine géographique, c'est-à-dire ils sont originaires d'Grenoble, de Beyrouth, de ce que vous voulez, et l'endroit où ils sont allés après être sortis de l'école. Alors là, c'est pas très lisible, je suppose. Alors ça, c'est un peu plus gros, mais c'est pas beaucoup mieux, mais j'en ai mis un petit peu. Alors l'analyse pour ce tableau consiste à relever les éléments importants, qui sont là, mais là presque tout est important, et de reporter ces éléments dans un tableau Excel qu'on appelle le tableau d'analyse, en prenant soin d'indiquer, c'est peut-être une des choses les plus importantes, si le document analysé doit être sorti en photographie de façon à pouvoir l'associer au document sur la base de données régie. Il nous faut donc, dans ces cas-là, extraire du PDF l'image, la traiter, et de faire en sorte que, une fois sur régie, l'appel d'un nom du tableau
provoque simultanément l'apparition des informations textuelles relatives à ce nom, mais aussi l'image. Il faut réaliser essentiellement ce qu'on appelle des concaténations, horizontales ou verticales, c'est-à-dire des rassemblements de cellules Excel, ainsi que les rapprochements des enregistrements et images qui sont associés. Toutes ces opérations, qui sont très compliquées à faire à la main, sont traitées maintenant dans nos PC par le processeur multitâche Daniel H, qui, par sa mise en œuvre automatique, apporte des gains de temps et surtout des gains de qualité considérables. Voilà un tableau Excel. Et voilà, pour terminer, ce qui se passe sur Régie. Quand sur Régie, on pose la question Pinto. Pinto, nom courant judo-espagnol. La première réponse de Régie, c'est le nom Pinto apparaît 80 fois, à peu près. Là, j'ai mis simplement un petit extrait. Et on s'aperçoit que des Pinto, on en a dans le livre de circoncision, des circoncisions du rabbin Sarfati, on l'a dans l'état civil des naissances à Alger, on le rencontre au consulat de France à Tunis, et on le rencontre également au consulat de France à Jérusalem, où M. Barou Pinto est protégé. Et ce que vous voyez en bas à gauche, le petit idéogramme, indique que à cette ligne est associé un PDF. Ce PDF, que j'ai vérifié, contient, je ne peux pas vous le montrer, il contient une vingtaine de vues du dossier de M. Pinto au consulat de France à Jérusalem. Voilà, pour terminer, ce qu'était un atelier en 1890, c'est-à-dire somme toute il n'y a pas tellement longtemps, qui vient bien entendu, comme toutes les illustrations ici, de la photothèque de l'AIU. Je vous remercie de votre attention et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre aux questions que vous aviez à me poser. Oui. Un très grand merci, cher Philippe, pour cette présentation, à la fois très riche et très précise. Ça vous donne une petite idée, je pense, à la fois de la force du travail de ce groupe. Imaginez, analyser des documents page à page d'une écriture manuscrite, souvent de qualité l'écriture manuscrite, mais quand même il faut la déchiffrer, sur des milliers et des milliers de pages. Des petits binômes se sont formés pour l'un lisant les documents, l'autre reportant les informations qui doivent finir dans la base de données. Et c'est aussi l'illustration, je crois, de la qualité des archives de l'Alliance. Donc, c'est non seulement cette quantité de documents, mais cette rigueur de l'administration de l'Alliance qui exigeait des directeurs et des professeurs des rapports très réguliers et très, très détaillés et très enrichis, qui nous permettent aujourd'hui, 100 ans, 150 ans plus tard, de retrouver pratiquement la vie quotidienne de toutes ces écoles, et bien au-delà des communautés juives, de retrouver, je vois que c'est ce qui intéresse les généalogistes, bien sûr, des milliers de noms de personnes, et avec non seulement des noms d'une manière froide, mais très souvent des histoires attachées à ces noms, en particulier pour les instituteurs et les institutrices, qui peuvent nous dire tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période. Donc, c'est juste un rappel pour vous dire que les archives de l'Alliance sont très largement et de plus en plus accessibles à travers la bibliothèque de l'Alliance. Il y a une base de données de recherche des archives de l'Alliance et il y a la bibliothèque numérique de l'Alliance. Tout ça, vous le découvrez sur notre site www.aiu.org à l'onglet Bibliothèque Recherche, et je vous encourage évidemment à regarder tout ça. Et dernière chose, grâce au Cercle de généalogie juive, on commence un travail de collaboration très riche, mais vous pouvez y participer aussi, parce qu'en particulier, les photos sont accessibles sur la photothèque, donc à l'intérieur de la bibliothèque numérique, et vous pouvez annoter les photos. C'est-à-dire que si vous retrouvez quelqu'un de votre famille, que vous identifiez quelqu'un sur une photo, et ben vous pouvez noter le nom et tout le monde en bénéficiera. Donc vous voyez, grâce à ces outils électroniques,
et grâce à un travail raisonné et en même temps assez fou, on arrivera à des résultats formidables. Je demande à Jocelyne Cerveau de ne pas partager l'écran. Merci. Je ne sais pas trop. Il faut finir votre partage d'écran parce que… Merci, c'est parfait. Donc, pour poursuivre, nous allons maintenant donc nous consacrer au cœur, disons, de notre soirée, mais je pense que c'était important de voir à quel point la coopération entre le Cercle de généalogie et l'Alliance peut être fructueuse. Et nous allons donc maintenant présenter, avec les auteurs, ce livre, ce registre de Ketubot de la nation juive de Livourne. Un registre de Ketubot, ce n'est pas la première fois que Alain Nedjar s'intéresse à ce type de sujet, il va nous le dire, et il va nous expliquer comment il a travaillé, lui et ses co-auteurs, comment vous allez découvrir énormément d'informations, et bien au-delà des simples noms apparaissant sur une ketouba, c'est déjà beaucoup pour les généalogistes, mais dans ce livre, ils arrivent aussi à nous faire connaître toute une histoire. Donc, je vais maintenant céder la parole, alors je ne sais pas dans quel ordre ils veulent la prendre, mais donc d'une part à Liliane Nedjar et Alain Nedjar et à Gilles Boulu, qui, en compagnie de Raphaël Attias, sont les auteurs principaux de ce très très beau, très bel ensemble en 2 volumes. Et ils vont nous expliquer effectivement tout ce qu'il contient. Et j'espère évidemment que vous pourrez vous procurer ce livre. Donc je cède la parole tout d'abord à Alain Nedjar. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à l'Alliance israélite universelle de nous avoir fait l'honneur de participer à cette soirée ce soir. Et nous remercions chacun d'être avec nous, parmi nous, à partir de chez vous. Lorsque nous avions écrit notre premier ouvrage, La communauté juive portugaise de Tunis, qui concernait les Ketubot des Juifs de Tunisie, originaires de Livourne, et surnommés Grana, nous ressentions déjà l'impérieuse nécessité de nous rendre au creuset même de nos origines, soit le port de Livourne en Toscane, où s'est constituée artificiellement ex nihilo une communauté juive à la fin du XVIIe siècle, sur invitation du grand-duc Ferdinand Ier de Médicis, par sa lettre patente de 1593, appelée la Livornina, qui accordait aux Juifs une quasi totale liberté de culte et d'entreprise, et enfin une vie en dehors des ghettos, ce qui était un fait unique à l'époque. Notre équipe, constituée de Gilles Boulu de Paz, de mon épouse Liliane Nedjar et de Raphaël Attias, et moi-même, a eu l'opportunité d'étudier les familles et la généalogie de cette communauté si particulière depuis sa création au début du XVIIe siècle jusqu'à sa quasi-disparition à la fin du XIXe. À notre connaissance, cela n'avait jamais été effectué aussi exhaustivement et sur une aussi grande échelle. D'une certaine manière, nos travaux mettent en lumière une communauté tout entière. Leurs descendants auront désormais la possibilité de remonter leur parcours familial jusqu'à un très lointain passé. Ce rêve chimérique devient réalité. À partir de milliers d'actes de mariage que sont les Ketubot et d'un large corpus documentaire, nous avons le plaisir de vous présenter notre ouvrage, fruit de longues années de recherche, lequel est préfacé par M. Michael Gasperoni, chargé de recherche au CNRS. Il s'agit des registres de Ketubot de la nation juive de Livourne, 1626-1890, généalogies et itinéraires familiaux. Nous avons attaché une grande importance à la qualité de l'infographie pour doter le livre d'une esthétique agréable et qu'il soit accessible à un large public. Je précise enfin que l'ouvrage est bilingue, français-anglais. La raison en est que Livourne, déjà plaque tournante judaïque dans les siècles passés, intéresse aujourd'hui plus encore toutes les diasporas juives dispersées dans le monde, séfarades et ashkénazes. Celle-ci.
Piazza Benamoseg, petite place silencieuse, en dehors des actes de circulation de la ville, se dresse la nouvelle synagogue, achevée en 1962 par l'architecte et sculpteur romain Angelo di Castro, de religion juive, et dont le style n'est pas sans rappeler l'architecture cubiste pragoise. Jouxtant la synagogue se trouvent les bureaux de la Comunità Ebraica di Livorno et leurs archives, presque intégralement conservées depuis 1597. Au sous-sol des bureaux, une petite synagogue de fonction où de nos jours, quelques dizaines de personnes se réunissent lors des Shabbats et des offices courants. Voici une photographie provenant du Musée d'art d'histoire du judaïsme de l'intérieur de l'ancienne synagogue érigée en 1642, qui était considérée comme l'une des plus belles d'Europe. Malheureusement, elle a été détruite lors des bombardements américains de 1944 et seuls quelques balustres en marbre ont été épargnés et réemployés dans le nouvel édifice. Les registres de Ketubot constituent bien évidemment la charpente de notre livre. Les autres sources que nous avons exploitées sont très diverses. Elles sont de l'ordre d'une trentaine et viennent enrichir la généalogie et l'histoire de chacune des familles livournaises. Celles qui proviennent précisément des archives de la communauté de Livourne s'étendent de 1626 à 1865. Dans l'ordre chronologique, nous avons relevé les registres et les répertoires des naissances entre 1668 et 1860. Le premier registre était écrit en portugais. L'ensemble des données a été indexé dans la base de Bécane du CGJ, ce qui représente près de 11 000 naissances sur une période d'environ 2 siècles. Le registre des inhumations de 1715 à 1746, également indexé dans la base Bécane. Viennent ensuite le recensement de 1784, les actes civils, les registres des élections, les registres des délibérations et enfin les registres des émigrations. Voici un spectaculaire exemple de dossier que nous avons examiné et étudié. Cet épais dossier, très bien conservé, date du début du XIXe siècle. On peut lire mémoire et informations au gouverneur supérieur et au dicaster. Le dicaster est une sorte de ministère ou de cour de justice. Liliane Nedjar va vous parler également d'autres sources qu'elle a particulièrement étudiées. Oui, en effet, les archives d'État de Florence apportent des compléments très intéressants avec les archives communautaires. Plus de 16 000 actes d'état civil ont été relevés sur le site des archives en ligne de l'État de Florence et indexés dans la base de données Bécane du CGJ. Le recensement de 1841 a été intégralement indexé et complété par les données qui précèdent. Il concerne environ 4 600 personnes, soit près de 1 200 foyers. À Florence, aux archives d'État, nous avons relevé la déclaration des noms des Juifs de 1809, soit 2 300 personnes, exclusivement des chefs de famille et, le cas échéant, leurs fils mineurs avec leur date de naissance. La déclaration... Voici, par exemple, un des 3 registres de déclaration de noms que nous avons entièrement photographiés. Alors, les cimetières constituent aussi une source très importante. À Livourne, il y en a 2, celui de la Fiorentina qui n'est plus guère en activité et celui de Dei Lupi. Voici par exemple une tombe qui est située au cimetière Dei Lupi et qui a été transférée depuis l'un des anciens cimetières juifs qui était situé via Pompilia. Il s'agit de la tombe de Jacob Zadik, décédé le 21 mars 1691. Cette tombe en marbre blanc de Carrare comporte un blason surmonté d'une coquille. Au centre de celui-ci, la sculpture d'un palmier barré par une inscription en hébreu, Tzadik Katamar Yifra. C'est un verset des psaumes qui signifie le juste fleuri comme le palmier. De part et d'autre du blason, on remarque des inscriptions, à gauche en hébreu, à droite en espagnol ancien. Elle donne l'identité du défunt et la date de son décès. Voilà. La colonne vertébrale de notre livre, comme je l'ai dit précédemment, ce sont les registres eux-mêmes. Ils sont au nombre de 24. Parmi eux, 3 ont été perdus ou égarés,
mais ont été méticuleusement et patiemment reconstitués par Gilles Boulud de Paz, grâce notamment à une multitude de sources extérieures. Les 24 registres comportent plus de 6300 enregistrements de mariage. Nous les avons traduits de l'araméen, la langue parlée à l'époque du Second Temple, grâce à l'aide précieuse de notre ami et maître, M. Raphaël Attias, puis intégralement transcrits. Ils figurent en détail dans le volume 2 de notre ouvrage, sous forme de tableaux. C'est dans le volume 1 où l'on trouve un index avec tous les patronymes. Vous pouvez voir ici sur la gauche comment se présente une page d'enregistrement de mariage. Il s'agit dans cet exemple de celui de David Nunes Franco avec Reina Cousine en 1744. Dans le texte en hébreu, on lit que les pères des époux sont décédés. On y apprend également que l'épouse possédait une maison dans le ghetto de Venise. Voici à droite la ketouba originale, celle qui correspond à cet enregistrement. C'est celle-là même qui a été remise à la famille de l'épouse. Elle est composée de 2 arcades qui symbolisent l'entrée dans la maison des futurs époux. L'arcade de droite contient la ketouba proprement dite, soit le contrat de mariage, cependant que l'arcade de gauche comporte les 4 fameuses conditions de la ketouba livournaise. Ces mêmes conditions que voici sont reprises en partie basse de la page du registre. La beauté et la luxuriance de cette ketouba du milieu du XVIIIe siècle, en parchemin finement décoré, témoignent du style de cette époque et participent d'un rayonnement culturel complet de la communauté juive. La ketouba est polychrome, elle est rehaussée d'or et comporte des ornements très variés, comme des fleurs, des fruits, des oiseaux exotiques et des motifs représentant les 4 saisons. Cette ketouba est exceptionnelle, elle est de belle dimension, avec une hauteur de 87 cm et une largeur de 62 cm. Elle s'est vendue aux enchères il y a quelques années chez la maison de vente Christie's de New York, qui nous a aimablement autorisé à la publier. J'en viens aux 4 fameuses conditions. Voici plus de précisions concernant ces conditions, qui sont des conditions spécifiques à la ketouba livournaise et qui généralement sont au nombre de 4. Ces conditions sont héritées des takanot de Tolède, c'est-à-dire les ordonnances de la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle, et qui rappellent les devoirs de l'époux. Elles sont reprises systématiquement dans les ketubot livournaises. Elles témoignent de leur caractère spécifiquement séfarade, au sens premier et ibérique du terme, et de l'importance de l'application de cette loi hébraïque révolutionnaire, dont la vocation est de défendre les intérêts de l'épouse. En effet, les conditions garantissent les droits de l'épouse, notamment en cas de décès du mari ou de divorce. Le mot « tenai », qui signifie « condition », que vous voyez ici, est repris à 4 reprises en gros caractères carrés. Sur cet enregistrement, on peut lire en haut, écrit en araméen, « avec l'aide du ciel et bon signe ». La ligne suivante que vous voyez ici, où il est écrit « barévi », signifie 4e en hébreu, ce qui signifie le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi, selon la semaine hébraïque commençant le dimanche. Pour les conditions, la première des conditions est importante, l'époux ne pourra pas se marier ou prendre une autre femme du vivant de son épouse. La deuxième condition, l'époux ne pourra pas disposer d'un quelconque montant de la ketouba de son épouse. La troisième, si l'épouse décède sans laisser de descendance, l'époux sera obligé de rendre la moitié de la nidounia à ses héritiers. S'il a une descendance, il héritera alors de toute la ketouba. La quatrième condition, enfin, si l'épouse décède sans laisser de descendance, l'épouse prend toute la ketouba. S'il a laissé une descendance, elle prendra ce qui résultera du choix de la dite descendance pour lui donner la totalité de sa ketouba ou la moitié des biens de l'époux. Alors, voici un exemple intéressant que nous avons observé dans les enregistrements des mariages et bien sûr dans les ketubot de Livour. C'est un exemple intéressant parce qu'il est à l'image de celle qui figurait dans les registres matrimoniaux de la communauté des Granas de Tunisie, que nous avions déjà décrypté et commenté dans un chapitre intitulé « Le langage des signes ». Ces derniers, les Granas de Tunisie, avaient conservé l'habitude de parapher de la sorte dans leurs registres. Et curieusement, à Livourne, ce n'est que dans les premières années que les rabbins ont signé de cette manière, ce qu'ils ont ensuite abandonné, sans doute pour gagner du temps. Alors,
le volume numéro 2, qui comprend 507 pages, est consacré à l'indexation intégrale des 6300 registres de Ketubot, et la présentation est sous forme de tableau. Une page d'introduction, comme celle que vous voyez ici, précède chacun des tableaux des 24 registres pour présenter le registre lui-même. Dans les tableaux du volume 2, sont répertoriés les 6300 Ketubot avec force de détail. Ils contiennent les 12 600 époux. Ces tableaux reprennent toutes les informations du registre. Voilà, du registre. Le numéro original de l'acte, s'il a été créé, la date de mariage selon le calendrier grégorien, la date de mariage selon le calendrier hébraïque, le nom et prénom des époux et de leurs parents, avec l'indication du décès éventuel de l'un des parents, le montant de la dot dans la devise utilisée à l'époque, et enfin une colonne d'information particulièrement importante. Ces informations sont fondamentales. Outre le nom des rabbins et des témoins signataires, dont certains originaires des divers pays de la Méditerranée, nous y avons transcrit des précisions complémentaires qui figurent dans le texte araméen, auquel nous avons ajouté de nombreuses informations qui proviennent de sources très diverses. Outre le patronyme qui nous donne déjà une idée de l'origine des époux, le pays d'origine lui-même est parfois mentionné, ce qui est une information très précieuse. Alors voici un détail assez original d'un enregistrement qui date de 1849. Nous apprenons que grâce à un rare registre de circoncision qui a été retrouvé et traduit par notre ami Abraham Maltet dans les archives de l'Alliance, qu'un rabbin a circoncis un enfant. Il est écrit « Le jeudi 17 Liar, j'ai circoncis à son domicile David Salomon, fils de l'honorable Procaccia à Livourne. » Donc, vous voyez ici, donc, il est écrit David Salomon, fils de l'honorable Procaccia, et il est écrit ici Livourne, à Livourne. Donc, c'est un document assez rare qui a été retrouvé par Abraham Maltet. Voici un autre document également retrouvé par Abraham Maltet et qui nous a permis d'enrichir, bien évidemment, la colonne des observations. Et ce document, qui est celui-ci, concerne… alors, attendez, je le vois, excusez-moi, c'est lequel voilà. Ah, oui, voilà. Oui, attendez, je suis en train de le lire en même temps. Voilà. La veille du Saint Shabbat, le 17 Menachem, qui est le 2 août 1844, j'ai circoncis à son domicile à Livourne l'enfant Isaac, fils de l'honorable Nissam Alak, Métunis, qui signifie Halal, pardon, Métunis, qui signifie de Tunis. Vous voyez ici, donc vous avez Nissim Halal, Métunis. Mé signifie from, de, en provenance de Tunis. Donc vous voyez, c'est un document tout à fait original, mais qui nous a servi, disons, d'être confrontés avec les informations que nous avions, et nous avions effectivement des informations sur les mariages qui correspondaient à ces personnages. Alors, les statistiques, nous ne sommes pas statisticiens, mais il était important de comprendre quel était l'ordre de grandeur de la population juive à Livourne, et notamment en analysant le nombre de mariages annuels. Cette courbe, qui est celle du nombre de mariages annuels de la communauté juive livournaise depuis la création du premier registre en 1626 jusqu'à l'aube du XXe siècle. On constate que le nombre de moyens de mariage se situe autour d'une trentaine, avec des pics allant jusqu'à 50. Il s'agit certes d'une petite communauté en nombre, mais très importante de par son influence économique et intellectuelle. Livourne a été un des centres les plus importants d'études hébraïques en Occident et le premier lieu à posséder une imprimerie. Les variations de cette courbe sont le reflet des périodes de croissance, d'agrégation de coreligionnaires diverses de diverses provenances, non séfarades, originaires d'Allemagne, d'Italie, notamment de Rome, ou d'Afrique du Nord, mais aussi de décroissance due aux conjonctures économiques défavorables, ainsi qu'aux crises majeures comme les épidémies et surtout le brusque déclin de Livourne lors de l'épisode napoléonien entre 1808 et 1814. Celui notamment du dramatique blocus continental qui a empêché tout mouvement de navires dans le port de Livourne
essentiel poumon économique de la cité, championne du grand commerce international, et entraîné l'émigration de nombreuses sociétés commerciales et des élites vers le Levant, Amsterdam, Londres et l'Afrique du Nord. À partir du XIXe siècle, le nombre de mariages décline régulièrement jusqu'à la quasi-disparition de la communauté qui passe progressivement d'environ 5000 personnes à quelques centaines seulement. Signalons qu'une partie de la communauté juive de Livourne commence à s'installer à Tunis dès le début du XVIIIe siècle. Ce seront les Granats, objet de notre précédent ouvrage. Je passe un instant la parole à Liliane, qui va vous parler de l'onomastique spécifique à la communauté juive, dont elle est la spécialiste. Oui, donc il a été procédé à une analyse exhaustive des 12 500 patronymes rencontrés sur l'ensemble des Ketubot, soit la totalité des conjoints. Cette analyse permet d'apprendre que la communauté était constituée pour 41% de noms d'origine ibérique, de plus de 34% de patronymes italiens, d'environ 10% de patronymes purement hébraïques, tels les Cohen, Israël, Lévi, etc., et de 9% de patronymes originaires de l'Afrique du Nord, le reste étant d'origine ashkénaze et en provenance de l'Empire ottoman. C'est dire de la diversité de cette communauté, essentiellement d'origine ibérique lors de sa création, qui deviendra complètement composite. Le chapitre consacré à l'onomastique aborde également différents aspects qui concernent la transformation, l'évolution et la signification des patronymes. Par ailleurs, les patronymes se font largement l'écho d'une origine toponymique, notamment ceux d'origine italienne. Ils figurent sur un ensemble de cartes géographiques créées pour la circonstance. En voici un exemple, c'est la région de Rome, des Abruzzes et de Molise. Et on remarque que cette région montre combien les noms de villes sont présents dans les patronymes des Juifs italiens. Par exemple, on voit Solino, Tagliacozzo, Fiano, Viterbo, etc. Alain s'est attaché plus particulièrement à l'étude des prénoms et à leurs variantes. Je lui laisse la parole. Alors, comme pour les noms de famille, les prénoms présentent des variantes et des équivalences. Un grand tableau des équivalences figure dans le livre, dont voici quelques premiers exemples. Compte tenu de l'utilisation de prénoms différents dans les actes, et pour une même personne, il nous est apparu fondamental de créer un dictionnaire des équivalences qui permet de passer le relais entre un prénom italianisé et celui écrit en hébreu dans les textes originaux. Le prénom en hébreu n'étant pas systématiquement repris dans tous les documents. Cet outil est en quelque sorte un sésame qui permettra de mieux naviguer à travers le dédale onomastique de ce que sont les prénoms livournais et au-delà, italiens, séfarades et méditerranéens. Voilà, par exemple, lorsque nous trouvions le prénom de Adam, eh bien, qui est écrit à Adam, évidemment, en hébreu, il était, transformé en Adolfo en italien. Le prénom Abraham, que tout le monde connaît, qui est écrit effectivement Abraham en hébreu dans le texte, et se retrouver sous forme italienne de Abramo, Alberto, Adolfo, tandis qu'en français, voire en Tunisie, on pouvait le trouver sous la forme de Albert, Robert ou Hubert. Un autre exemple plus simple, c'est celui de Aaron, Aaron, dont on retrouve ici l'écriture en caractère hébraïque, qu'en italien on appelle Aarone, mais que l'on retrouve en français, particulièrement en Tunisie, soit sous la forme de Aaron ou Araon, voire Henri. Alors, je passe maintenant la parole à monsieur Gilles Boulu, qui va vous parler d'un chapitre passionnant intitulé « Généalogie et itinéraires familiaux ». C'est un véritable livre dans le livre. À toi, mon cher Gilles. Merci Alain. Donc, bonjour à tous. Alors, effectivement, il s'agit d'un livre dans le livre. Et on a voulu profiter en fait d'avoir cet extraordinaire corpus de Ketubot pour dresser des généalogies familiales, des itinéraires familiaux. Et il a fallu un certain nombre de sources, pas uniquement les Ketubot, je vais vous en parler tout à l'heure, pour arriver à réaliser tous ces itinéraires. Alors, arbitrairement, j'ai choisi une trentaine de familles, mais en fait, il y en a des centaines. Hein. On peut faire la même chose pour des centaines de familles. Et grossièrement, on peut diviser en 4 à 5 catégories, on va dire, ces familles dans cette nation juive de Livourne qui est très cosmopolite, vous allez le voir. Alors, première catégorie que nous connaissons bien,
qui sont les Maranes portugais et leurs descendants, puisqu'on avait travaillé sur ces familles dans nos travaux antérieurs sur Tunis. Vous avez donc dans le livre la famille Bocara, ancienne famille arrivée déjà à Livourne en 1640, les Casuto, eux, qui sont arrivés de Florence en 1681, les Cohen de Lara, fin 17e, pareil, les Costa, et les Herrera, eux, sont arrivés de Salonique en 1720. Alors, ils sont portugais d'origine, mais comme tous les chemins mènent à Livourne, en fait, donc, ils venaient de Salonique. Les Gutiérrez Peña, eux, sont arrivés vers 1660 directement d'Espagne. Les Limbroso, alors Limbroso, vaste famille que nous connaissons bien. Les Limbroso, c'est un cas particulier parce qu'ils étaient déjà présents à Tunis en 1650 en provenance de Venise. Et au XVIIIe, vous allez avoir deux familles Limbroso qui vont s'installer à Livourne et donc créer une descendance que nous avons retrouvée dans ces registres. Les Moreno, alors les Moreno, très grande famille de Parnassines, de gouvernants de la communauté, ils sont déjà présents à Pise en 1595 et ils vont passer à Livourne au XVIIe siècle et une branche d'ailleurs passera à Tunis au XIXe. Les Mendes Osuna, donc même chose, fin XVIIe. Les Sakuto, je vais vous en parler tout à l'heure parce que en fait je vais prendre trois exemples de familles. Les Soria, importante famille de Parnassim, de gouvernants. On a déjà leur Ketubot depuis 1640, donc on les suit sur de nombreuses générations. Les Tapia. Alors, deuxième catégorie, que nous connaissions moins, ce sont donc les Juifs italiens de souche. Donc, Liliane Nedjar vous a dit dans le nomastique que ça représente pratiquement un tiers, donc quand même des patronymes, lissés en fait sur 270 ans de Ketubot, mais en fait, ça va aller en fait, crescendo au fur et à mesure des siècles. Alors, au début, ils n'étaient pas très nombreux, et puis on les voit arriver au XVIIIe, notamment à la faveur d'un décret du grand-duc de Toscane. En 1715, il y a un décret qui s'appelle le motus proprio, qui va permettre aux Italiens d'occuper des postes de gouvernants, donc ou parnassines, chose qui leur était interdite jusqu'alors, puisque c'était réservé exclusivement à l'oligarchie judéo-portugaise. Et donc, j'ai choisi parmi des dizaines de familles possibles, 4 familles, donc les Cameo, les Delostrologo, les Levi Soncino, les Recanati. Beaucoup de ces familles italiennes viennent de Rome, et c'est intéressant parce que, je vous en parlais tout à l'heure, on a une base de données de Rome qui va nous permettre de relier donc ces Juifs de Livourne en provenance de Rome à Rome et de remonter encore plus loin. Alors, troisième catégorie de population que l'on trouve dans la nation juive de Livourne, les Juifs d'origine ibérique non marane, on va dire les expulsés de 1492. Alors, la plupart proviennent du Maroc, et notamment de la ville de Tétouan. Et une partie de ces Juifs tétouanais sont passés à Gibraltar au XVIIIe siècle, à la faveur donc, du traité d'Utrecht, vous savez que c'est passé donc, à l'Empire britannique depuis en 1713. Et donc, on trouve pas mal de Juifs en provenance de Gibraltar. Et parmi ces familles, vous avez, donc, on va en dire un petit mot tout à l'heure d'ailleurs, les Abou Dharam, les Taourel. Les Cohen Tanuji, c'est particulier. Les Cohen Tanuji, c'est un petit peu plus compliqué. Ils seraient passés par la Sicile, après Tanger. Ensuite, ils sont passés à Tunis, et une branche à Livourne et une autre à Constantine. Alors, les Ben Baron, donc même chose. Les Ben Sasson, qui font des allers-retours. Dans tous ces gens, vous verrez dans le livre, font des allers-retours incessants entre Livourne et leur ville d'origine. En fait, ce n'est pas si simple. Les Alaïques, les Palachi, etc. Alors, quatrième catégorie de population, les Juifs d'Afrique du Nord autochtones, donc Alger, Tunis, Tripoli. Alors là, c'est très intéressant parce que jusqu'alors, on avait assez peu de sources concernant ces familles. Je parle des sources autochtones, notamment, par exemple, pour Alger ou l'Algérie, eh ben, vous avez essentiellement les registres d'état civil lors de la conquête de l'Algérie par la France, donc on va dire 1830-1840, et même pour la Tunisie, hors Livourne, hors Livournais, vous avez donc des registres de protégés, ce genre de choses, mais ça nous ramène à peu près au début 19e. On ne peut pas remonter, on avait du mal à remonter, sauf les dynasties rabbiniques particulières, on a du mal à remonter avant le 19e siècle, donc pour ces Juifs d'Afrique du Nord autochtones. Alors, grâce à ces Ketubot, eh bien, on a pu remonter beaucoup plus loin. Bien sûr, ça concerne ces Juifs qui sont passés à Livourne. Et certains sont arrivés très tôt à Livourne, même depuis le XVIIe siècle. Alors, nous avons établi les généalogies, les itinéraires, par exemple des Abokaya pour Alger, les Nataf, donc grande famille de Tunis, dont une branche est passée à Livourne en 1718, les Aguib, arrivés au XVIIIe siècle, donc de Tripoli, les Arbib, également de Tripoli, les Busnak, célèbre famille qui était déjà présente
à Livourne en 1660, en provenance de Tripoli, et dont une branche va aller à Alger, une célèbre branche donc de gouvernants de la communauté d'Alger. Et puis les Raqqa également de Tripoli. Et puis alors enfin une dernière catégorie, mais ce n'est pas exhaustif, hein, parce qu'on a également les Ashkénazes, on n'a pas encore décrypté, mais vous aviez pas mal d'Ashkénazis qui sont devenus des Tédescos et des Tédesquis donc à Livourne. Mais là, simplement, je voulais vous parler des Juifs provençaux. On a quand même quelques familles provençales, notamment les Lattès, vous avez des Lunel, vous avez des Lévis provençales, vous avez des Carcassonne. Donc, ce sont des Juifs qui ont été expulsés de Provence en 1501. Beaucoup d'entre eux sont passés dans l'Italie voisine. Ils sont passés à Rome, ils sont passés à Turin, et puis enfin, au XVIIIe siècle, à Livourne. Donc, vous voyez, donc, si les chemins mènent peut-être tous à Rome, beaucoup également mènent à Livourne. Voilà, alors là, voici une très belle calligraphie réalisée par notre infographiste qui présente donc un arbre généalogique avec, vous voyez, la double molécule d'ADN. Alors, je vais vous donner 3 exemples de familles donc, tout à fait différentes pour vous montrer le caractère cosmopolite donc, de cette nation juive de Livourne. Mais je vais juste vous dire un petit mot des sources qu'on a utilisées pour parvenir à établir ces généalogies qui parfois s'étalent sur 10 à 12 générations. Alors, je passe sur cette dia que Alain Nedjar vous a montré tout à l'heure, donc qui concerne donc, les importantes sources de la communauté juive de Livourne. Et je passe sur le deuxième groupe de sources, alors qui nous tient à cœur. Il s'agit en fait donc des archives du consulat général de France à Tunis, qui sont conservées au centre des archives diplomatiques de Nantes, donc du ministère des Affaires étrangères français. Et ça nous tient à cœur parce que ça fait depuis 6 ans qu'on travaille, d'ailleurs avec le groupe Tunisie du Cercle de généalogie juive sur ces archives, et notamment sur le fonds Chancellerie, qui est un des fonds les plus riches du monde, un des registres consulaires parmi les plus anciens du monde, qui remonte à 1582 pour Tunis. Vous avez donc des dizaines et des dizaines de registres, vous avez des milliers de minutes en plus de chancellerie qu'on n'a pas encore exploré, de papiers déposés, et ça concerne des actes de procuration, de quittance, d'obligations, d'enregistrement d'écrits commerciaux, donc bien sûr tout ça pour les marchands juifs, hein, et de manifestes de navires de marchands juifs de Tunis et Livourne. Alors par exemple, vous avez des centaines de binômes concernant ces navires. Vous avez d'un côté le marchand juif livournais de Tunis qui envoie des cargaisons à son homologue, souvent un parent, un frère, un cousin, le marchand juif livournais de Livourne. Et donc on a la liste de tous les binômes avec les cargaisons et dans les deux sens. Voilà. Alors, ce ne sont pas l'état civil, je vous l'accorde, mais il n'empêche que grâce à ces actes, notamment de procuration, il y a également des actes de succession, eh bien, on a réussi à établir des généalogies sur une vingtaine de familles à travers le XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, pour vous expliquer en un mot, il y a à peu près 2 générations de chaînons manquants, on va dire entre 1700 et 1750, concernant les Juifs de Livourne, par exemple tunisiens, qui veulent faire leur généalogie. Pourquoi? Eh bien parce que les sources communautaires des Juifs de Tunis s'arrêtent à peu près donc, en 1750, on va dire, au Ketubot. Mais il faut savoir que la majorité des Juifs de Livourne qui sont passés à Tunis ou à Alger hein, sont passés à peu près vers 1700, aux alentours donc de fin 17e, début 18e. Et donc, on a une cinquantaine d'années, on va dire, de chaînons manquants pour savoir ce qui s'est passé. On n'avait pas de source. Et grâce à ces sources diplomatiques, donc ces registres de transactions commerciales consulaires, et bien on a réussi à trouver donc ces marchands entre 1700 et 1750. On peut donc passer du 18e et remonter au 17e. Et une fois arrivé au 17e, donc grâce à ces registres commerciaux, eh bien on passe dans les Ketubot. On remonte avec les registres de Ketubot et puis également les registres de naissance, comme on vous a parlé, et de Tumanazioni, donc de décès, qui sont à la communauté juive de Livourne. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a réussi, pour l'instant, pour une vingtaine de familles, à faire donc, le pont, on va dire la jonction. Voilà, alors, troisième source, donc justement, pour ceux qui s'intéressent à Tunis, bien sûr, vous avez constaté que ça va très au-delà de Tunis, bien sûr, mais pour ceux qui s'intéressent donc aux ancêtres sur Tunis, vous avez donc les registres matrimoniaux de la communauté juive portugaise de Tunis. Actuellement, il y a 5 registres sur 10 qui ont été retrouvés. Nous en avions retrouvé 2 avec Alain Nedjar il y a 5 ans. On les a publiés donc, au Cercle de généalogie juive. Et auparavant, 3 registres avaient été retrouvés par les chercheurs israéliens de l'Institut Ben-Zvi, le regretté Robert Attal et puis Joseph Avivi, donc, qui ont publié donc, il y a une vingtaine d'années. Et donc, on a une centaine d'années de registres de corpus donc, de Ketubot continu
là, concernant la communauté juive portugaise de Tunis, je précise bien. Alors que nos Ketubot, alors qu'on vient de publier, il s'agit de la communauté juive portugaise de Livourne. Voilà. Et puis, juste pour dire un petit mot, bon, alors, pour ceux qui font leur généalogie descendante sur le 19e siècle, bon, bah, il y a, et notamment pour ceux de Tunis, hein, excusez-moi encore de parler beaucoup de Tunis, parce qu'en fait, c'était mes travaux antérieurs étaient surtout sur Tunis. Eh bien, vous avez les relevés, les nombres relevés du cimetière juif de Borgel à Tunis, qui ont été réalisés par l'Association internationale des cimetières de Tunisie de Marc Fellous, en association avec le Cercle de généalogie juive, et l'indexation a été faite par Liliane Nedjar, et tout ça est dans la base de données, qui est une gigantesque base de données qui s'appelle BICET, donc du CGJ, parallèle à la base de données de l'État civil, BECAN, également donc due au Cercle de généalogie juive. Voilà, alors trois brefs exemples de familles tout à fait différentes pour vous montrer le caractère totalement cosmopolite et l'intérêt énorme donc, de ces registres de Ketubot, puisque, comme vous savez, Livourne constitue une plaque tournante. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que c'était vraiment un hub de plus en plus, au fur et à mesure qu'on décortiquait ces Ketubot. Alors, première famille, la famille Abu Dharam. Alors, donc, il s'agit d'une famille prestigieuse de rabbins et dayanim, de rabbins juges, originaires du Maroc, de Tétouan précisément. Alors, bien sûr, au départ, ils étaient en Espagne, et ils sont très anciens, puisqu'on repère déjà un David ben Joseph Abu Dharam, théologien à Séville en 1340. Ensuite, donc, ils vont être expulsés donc, en 492, ils passent au Maroc, à Tétouan, et ils vont constituer une dynastie de rabbins juges à Tétouan jusqu'au XVIIIe siècle. Et une branche va passer au XVIIIe, à partir de 1740, à Gibraltar, parce qu'on a dit Gibraltar et laissé donc la libre circulation, les Britanniques. Et vous avez d'ailleurs des recensements à Gibraltar qui sont en ligne et qui ont été très utiles, qui datent de 1777 et de 1791, et qui ont mis en évidence que ces familles faisaient vraiment des allers-retours, c'est assez impressionnant, incessants. Ils ne restent pas uniquement à Livourne. Ils retournent à Gibraltar, ils repartent à Livourne, etc. etc. Voilà. Alors, il y a plusieurs branches. La branche principale qui est passée à Livourne, c'est à partir de 1762, c'est celle du rabbin juge Salomon Abu Dharam. Alors, cerise sur le gâteau, dans nos Ketubot de Livourne, de cette famille Abu Dharam de Livourne, on a retrouvé jusqu'à 7 générations inscrites sur les Ketubot. Alors, pourquoi? Alors, c'est classique dans les familles rabbiniques du Maroc, dans les dynasties rabbiniques. Eh bien, vous avez parfois 7, 8, 9, 10 générations inscrites. C'est extraordinaire pour les généalogistes. Et donc, nous retrouvons donc ces générations, et ça remonte jusqu'à un Moshe Abu Dharam, appelé en hébreu le Grand Aigle, inscrit le Grand Aigle, qui est en fait le grand rabbin de Tétouan au début du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est exceptionnel donc, comme découverte. Alors voilà, donc on va illustrer par quelques images cette famille. Alors ici, vous avez un très très beau document qui provient des archives de la communauté juive de Livourne, photographié par Liliane Nedjar. Il s'agit d'un parchemin qui date de 1751 et qui vient de Gibraltar, je précise bien de Gibraltar, et qui est incorporé dans un registre de minutes de Livourne. Donc en fait, à Livourne, on a même des documents notariés extra-livournais qui proviennent de l'extérieur. Donc vous voyez, c'est tout à fait exceptionnel. Et donc dans ce parchemin, eh bien, vous avez les signatures des grands rabbins de Gibraltar de l'époque, et vous avez les très belles calligraphies, et notamment de plusieurs rabbins à Abu Dharam. Ici, vous avez Yehuda, alors Abu Dharam, avec la calligraphie, etc. Voilà ici une de nos Ketubot de Livourne, donc une page de fameux registre qu'on vient de publier. Et là, vous avez donc une Ketouba d'un des petits-fils du Salomon rabbin juge qui est arrivé en 1762. Là, il s'agit de la Ketouba de Salomon Abu Dharam en 1808 et de Rachel Athias. Et donc, je vous ai mis cette Ketouba juste pour vous montrer donc, les filiations. Alors, je ne vais pas détailler, bien sûr, mais j'ai mis des petites flèches. Vous avez, par exemple, ici, c'est marqué le Hatan, le marié. Vous avez ici Shlomo. Vous avez ici fils de Abraham Chaim, fils de Aram Shalom Hadayan Ametsuyan, donc ça veut dire sage parfait, juge au tribunal rabbinique, donc le rabbin juge, etc. Donc Shlomo, fils de Shmuel, etc., etc. Donc vous voyez en bas, donc ça remonte jusqu'au début du XVIIe siècle. Et ceci, c'est la même chose pour les autres Ketubot de la famille. Voilà. Pour terminer sur cette famille Abu Dharam, un arbre généalogique. Alors, on a fait figurer donc, dans le livre, j'ai fait des arbres généalogiques pour les 30 familles. Pour ne pas alourdir les tableaux généalogiques, on a fait figurer que 4 à 5 générations, mais vous avez à côté de chaque tableau généalogique, en général 2 images de texte qui vous précisent jusqu'à 10 générations la généalogie de la famille et donc les itinéraires familiaux de la famille en question.
Voilà. Alors, deuxième famille, donc très différente. Alors là on connaît beaucoup mieux en ce qui nous concerne, puisqu'il s'agit donc de descendants de marins portugais, donc les Sakuto, qu'on connaît bien notamment sur Tunis. Alors, origine marine portugaise, ils sont très anciens, puisqu'ils sont déjà présents à Pise dans une liste de gouvernants de la nation juive de Pise en 1595, et ils viennent de Venise et Ferrare. Et alors, Venise et Ferrare, c'est une communauté encore plus ancienne, où il y avait déjà des marins portugais dès les années 1530 à Ferrare. Et souvent, les marins venaient passer à Ferrare pour se faire circoncire, et puis éventuellement après passer à Pise et à Livourne. Et donc, on a repéré 3 frères donc, au départ de cette famille Sakuto, donc gouvernant entre 1595 et 1615 à Pise. Ils vont passer ensuite à Livourne, début du XVIIe. Et grâce à nos Ketubot, eh bien, on va les suivre. Et également aussi grâce à l'état civil en portugais dans les registres de naissance, qui sont aussi dans la communauté, bien sûr. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple qui va vous illustrer justement ces fameux registres dont je vous ai parlé tout à l'heure, commerciaux de Tunis, ces extraordinaires registres de chancellerie, donc du consulat de France de Tunis, qui nous ont permis de détecter le premier Sakuto qui est parti de Livourne à Tunis. Parce qu'on le retrouve il fait des transactions commerciales. Il s'agit de Jacob Raïb Sakuto, qui est un rabbin marchand, et qu'on va voir cité à Tunis en 1736. Et lui-même dit qu'il est fils de Simon Sakuto, parce qu'il règle une succession déjà très ancienne. Et bien sûr, on a la Ketouba du père en 1666 à Livourne. Vous voyez, on remonte, donc on a les jonctions. Vous voyez, on a les jonctions 18e, 17e. Voilà. Par la suite, donc des Sakuto, bien sûr, les branches vont rester, il y a des Sakuto qui vont rester à Livourne. Cette branche de Tunis va donc proliférer à Tunis, va d'ailleurs donner encore des dynasties de gouvernants jusqu'au XIXe siècle. Et donc actuellement, on a réussi, par exemple pour cette famille, à les suivre sur 12 générations, entre Pise et Tunis, enfin jusqu'au XXe siècle, donc 4 siècles. Voilà, mais on a fait ça aussi pour quelques autres familles, donc c'est possible. Voilà, donc quelques images pour illustrer cette famille Sakuto. Ici, vous avez donc la signature du fameux rabbin marchand qui est donc parti début du XVIIIe siècle de Livourne. Il est né en fait en 1678 à Livourne. On a son acte de naissance à Livourne. On le retrouve à Tunis. Tardivement, en 1736, il fait une déclaration concernant le négoce qui avait été réalisé des décennies auparavant entre son père, qui était un grand marchand donc de Livourne, Simon Sakuto, et les héritiers Médina. Donc tout ça, c'est dans les registres consulaires de Tunis. Donc la photo en bas, là, ça concerne, c'est extrait d'un registre des élections des Parnassimes de Livourne, donc conservé dans la communauté juive de Livourne, à Livourne. Et simplement, c'est pour vous montrer, donc d'une part, donc, bien sûr, les Sakuto sont restés Parnassim à Livourne, mais ce n'est pas tellement pour ça que je vous ai mis cette photo. C'est pour vous montrer déjà le caractère cosmopolite de la nation juive qui va crescendo au XVIIIe siècle, et bien sûr, ça va aller encore plus au XIXe. C'est-à-dire qu'en fait, au XVIIe, et vous allez le constater en regardant le livre des Ketubot d'ailleurs, sur les mariages, au XVIIe, entre 1626, dans le premier registre des Ketubot, et 1649, vous n'avez que des juifs portugais. C'est quasiment des marins eux-mêmes. Ils viennent de se convertir. Et puis, vous allez avoir donc, des Italiens qui vont arriver, donc quelques personnes, on l'a dit tout à l'heure, d'Afrique du Nord, etc., qui vont prendre une place de plus en plus importante, qui vont représenter fin 18e 15% de la population donc, juive de Livourne. Et donc, déjà dès 1749, parmi les 5 Parnassim, parce que chaque année vous avez 5 Parnassim élus, vous avez donc bien sûr Raphaël Bocara, les grandes familles judéo-portugaises, les Ergas, très grandes familles de marchands jusqu'en Inde, jusqu'aux Indes. Ils faisaient du commerce à partir de Livourne. Mais vous avez 2, entre guillemets, autochtones indigènes d'Afrique du Nord. Vous avez Isaac Nataf, donc de Tunis, arrivé en 1718, vous voyez, et qui a bien réussi, puisqu'il a son intégration à la communauté de Livourne, puisqu'il s'est même fait élire Parnasse en 1749. Et puis vous avez Salomon Aguib, donc famille tripolitaine, donc de Tripoli en Libye, dont la famille est arrivée donc, fin 17e. Et même à la fin du XVIIIe siècle, dans les élections à Livourne, vous allez avoir même plusieurs années d'élections où vous avez 5 sur 5 qui viennent d'Afrique du Nord. Vous voyez, plus de judo-portugais, parfois. Donc, c'est pour vous montrer le caractère cosmopolite et puis l'intégration de toutes ces nations et donc l'énorme intérêt donc, de ces archives de Livourne qui concernent en fait toute la Méditerranée. Ça va beaucoup plus loin que les judo-portugais, bien sûr. Voilà donc l'arbre des Sakuto qui figure dans le livre, parmi les 30 familles. Donc, vous avez ici donc, le gouvernant donc, ancien de 1595 de Pise, donc les Sakuto de Livourne ensuite,
le Sakouto de Tunis, Jacob Rahim, qui part donc de Livourne, qui d'ailleurs est l'ancêtre de la quasi-totalité des Sakouto de Tunis, et puis avec son fils Benjamin Rai, etc. Bon, voilà. Et tout ça jusque donc dans le livre, comme je disais, jusqu'au 19e. Voilà, alors, troisième et dernière famille, alors la famille Cameo. Alors là, il s'agit d'une famille italienne. Alors c'est une famille moins prestigieuse, mais intéressante quand même, parce qu'elle vient de Rome, comme beaucoup de familles italiennes, on a constaté, en faisant des corrélations en fait, avec l'état civil de Livourne et l'état civil communautaire plus ancien, écrit en portugais de Livourne. On a fait des corrélations, et donc on sait exactement d'où viennent les gens. Et cette famille donc, vient de Rome. Alors, ils sont arrivés donc au 18e, comme beaucoup de familles de Rome, pour fuir le ghetto un petit peu de Rome, en 1718, avec Joseph Cameo. Alors, cet exemple est intéressant simplement pour vous parler de la base de données des Juifs de Rome. Donc, le chercheur au CNRS, Michael Gasperoni, qui d'ailleurs nous a fait la gentillesse de préfacer notre ouvrage, et qui est le spécialiste mondial des Juifs de Rome, a fait une très très belle base, une fantastique base de données, qui d'ailleurs est en ligne, des Juifs de Rome, qui s'étend sur environ une centaine d'années, entre 1650 et 1750, et qui est basée essentiellement sur les enregistrements de contrats de mariage chez les notaires chrétiens, plus des recensements. Parce qu'en fait, il faut savoir que beaucoup de Juifs d'Italie faisaient enregistrer par précaution, pour ajouter peut-être des clauses juridiques, pas tous, mais quand même un certain nombre faisaient enregistrer leur contrat, leur ketouba, chez les notaires chrétiens. Donc, on a une autre source complémentaire. Donc, lui, il a utilisé cette source. Alors, il n'a pas nos ketubot, parce qu'il faut quand même dire une chose, nos ketubot, j'allais dire à nous, entre guillemets, de Livourne, c'est tout à fait exceptionnel. C'est un cas unique dans le monde séfarade, peut-être même dans le monde juif tout court, c'est-à-dire 270 ans de registres de ketubot ininterrompus. Bien sûr, il y avait des registres de ketubot sûrement très anciens à Rome, mais ils ont disparu. D'où l'intérêt de cette source de notaires chrétiens. Et d'ailleurs, ça nous a justement donné une idée de poursuivre des recherches et de regarder donc, les notaires chrétiens de Livourne, de faire une confrontation avec les ketubot, puisqu'il y a donc des contrats de mariage qui sont à Livourne, aux archives d'État de Livourne, à Archivio di Stato di Livorno. Et donc, c'est un prochain travail que nous réaliserons, mais beaucoup plus complexe, parce que là, il faut être à Livourne en permanence. Voilà. Et donc, ça nous permet finalement de faire des jonctions jusqu'au début du XVIIe et fin du XVIe siècle, donc pour quelques familles de Rome passées ensuite à Livourne. Voilà, donc la première ketouba donc, du caméo, donc du premier caméo, bon, 15 avril 1718, Mosè Isaac de Joseph Cameo et Gracia de Abraham Isaac. Voilà, vous voyez l'arbre généalogique, un arbre généalogique, bon, toujours partiel, mais enfin, vous voyez qui remonte là très très haut, parce que là, vous avez en fait la branche romaine, et donc on arrive donc dans cette branche quasiment, enfin, le premier mariage est en 1604 à Rome, vous voyez, donc même plus ancien, donc mariage bien sûr enregistré par les notaires chrétiens, et donc vous avez les parents, donc on est à la fin du XVIe siècle. Et il y a même une famille Recanati, dont nous a parlé, donc, que connaît bien Michael Gasperoni, une très grande famille de Rome. Là, on a des documents, on arrive carrément à la période médiévale, on remonte au XVe siècle, ils étaient déjà présents fin du XVe siècle à Rome. Et donc on a la généalogie. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et une branche est passée à Livourne, la généalogie, donc on l'a faite également dans le livre. Voilà. Alors finalement, pour résumer, eh bien, notre ouvrage s'inscrit dans la continuité des publications précédentes sur les Juifs livournais de Tunis, que nous avons faites donc auparavant, mais on s'en est aperçu, et vous le voyez avec moi, que le cadre est beaucoup plus large, puisque ça va concerner tout le monde juif méditerranéen. Donc tout le monde, chaque patronyme, chaque personne qui a un ancêtre autour de la Méditerranée, un patronyme, va trouver une ketouba dans notre livre, va trouver un patronyme, ça c'est sûr, puisqu'on a 1500 patronymes différents, c'est considérable, et ça va même au-delà du monde juif méditerranéen, puisqu'on a, nous, on n'a pas encore décrypté, mais on a les Ashkénazes, je vous ai parlé tout à l'heure. Les familles Ashkénazes, il y en a un certain nombre quand même à Livourne. Voilà, donc ce corpus extraordinaire donc, de ketubot nous permet de faire des études démographiques, donc très utiles pour les chercheurs, études démographiques, sociologiques, avec les dots, qui sont en une trentaine de monnaies différentes, étalées sur 3 siècles, donc le tout sur près de 3 siècles, donc 270 ans, plus de 6300 ketubot, en réalité il y en a 6800, il y a 3 enregistrements encore, mais on en a reconstitué déjà 350 avec d'autres sources. Voilà, et donc ça c'est pour les historiens. Pour les généalogistes, on vient de le voir, donc extraordinaire source qui permet d'établir, en collaboration, en association avec les autres sources,
donc des généalogies sur près de 4 siècles. Voilà. Et ça va nous permettre, pour les judéo-portugais, mais pas uniquement, parce qu'on a vu que les Italiens et certains Juifs d'Afrique du Nord, donc on remonte également au XVIIe siècle, mais notamment pour les judéo-portugais, on va pouvoir donc atteindre la période dite maranique, où ils étaient maranes, donc fin XVIe, début XVIIe siècle. Et justement, donc, je vais terminer par une anecdote, car figurez-vous, et ça c'est une surprise, l'histoire ne s'arrête pas là, et ça c'est quand même extraordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, donc des généalogistes portugais chrétiens qui habitent Lisbonne de haut niveau, qui ont acheté notre livre, qui avaient fait l'achat de notre livre, nous ont contactés parce qu'ils ont eu la surprise de voir des ancêtres, enfin plutôt des collatéraux d'ancêtres dans nos ketubot. En fait, ces personnes sont des généalogistes qui sont descendants de Maranes. Eux, ils sont restés chrétiens jusqu'à aujourd'hui, mais les collatéraux, les frères et sœurs, certains frères et sœurs de leurs ancêtres au XVIIe siècle sont partis du Portugal. Certains sont allés à Bordeaux, à Amsterdam et d'autres à Livourne. Et alors, notamment, un de nos correspondants nous a contactés très ému parce que ces collatéraux, il les a retrouvés. Donc, il a le mariage catholique de ses collatéraux, donc Luís da Costa et Léonor Fajardo, qui se sont mariés dans le sud du Portugal, à Tavira en 1683. Et quelle ne fut sa surprise lorsqu'il a vu la ketouba du même couple en 1689 dans nos registres, sous le nom à peine différent d'ailleurs, de Daniel Arroyo da Costa et de Judica Fajardo. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Non seulement, bien sûr, on peut faire des généalogies, on a vu sur 3-4 siècles, sur toutes les pathologies, les généalogies de la Méditerranée, les populations, mais on peut maintenant relier même nos Juifs de Livourne à leurs ancêtres d'Espagne et rejoindre des très lointains cousins qui sont chrétiens et qui vivent actuellement au Portugal. Donc, on a une connexion actuellement avec eux, donc c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Et en plus, ces généalogies qui sont de haut niveau travaillent actuellement sur les registres de l'Inquisition qui sont à Lisbonne, aux archives des Torres del Tombo. Vous avez des dizaines de milliers de procès d'inquisition depuis 1536. Et figurez-vous qu'il y a un certain nombre de Juifs de Livourne qui sont dans ces registres de l'Inquisition, parce qu'en fait, les inquisiteurs, tels les renseignements généraux de notre époque, ont demandé des renseignements aux autorités de Livourne pour pister des gens. Et les autorités de Livourne leur répondaient, et on a des lettres écrites en italien, donc que nous a envoyé le correspondant, émanant des autorités de Livourne et donnant des renseignements et des généalogies, carrément, envoyées à Lisbonne et qui sont dans ces registres de l'Inquisition. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire, une nouvelle source encore à exploiter. Voilà, et pour terminer, donc l'illustration, vous avez en haut à gauche le mariage catholique de ce fameux couple, donc en 1683, et 6 ans plus tard, donc la ketouba du même couple à Livourne en 1689. Voilà, je vous remercie et on va terminer en musique, le diaporama. Eh bien, un grand merci à vous. Eh bien, merci à vous. Je crois que c'était absolument passionnant. Vraiment, il y avait une matière d'une richesse incroyable dans tout ce que vous avez trouvé, de tout ce que vous nous avez montré. Donc d'abord, chapeau à vous, chapeau à toute votre équipe. Des avancées extraordinaires, vous en avez parlé, vous les avez évoquées dans le domaine purement généalogique, bien sûr, dans votre passion généalogique, le fait de pouvoir remonter plusieurs siècles et plusieurs générations, c'est évidemment fondamental, mais c'est aussi un outil pour les historiens, très largement, et bien au-delà de l'histoire juive, je pense. C'est un outil
toute proportion gardée, bien sûr, mais je pense que c'est le type de découverte qui va faire progresser la connaissance des communautés juives méditerranéennes, un peu de la même manière que la découverte de la Geniza du Caire avait pu le faire il y a plus d'une cinquantaine d'années, en particulier avec les travaux de Goitein. Donc, bien sûr, proportion gardée, mais je pense qu'il y a une matière, disons, à creuser et à continuer de travailler dans ce que vous avez livré là, qui est vraiment remarquable. Je remarque aussi l'extraordinaire travail documentaire que vous réalisez au cercle en général, c'est-à-dire la possibilité de créer ces bases de données et de les rendre accessibles. C'est une aide remarquable, en tout cas, aux membres, à tout le monde. Je voulais aussi quelques remarques quand même. D'une part, autour de la Tunisie en général. Vous savez que les archives de l'Alliance et la bibliothèque de l'Alliance s'intéressent beaucoup, évidemment, au judaïsme tunisien et que nous avons acquis des fonds plus ou moins récemment. Valency et Abraham Udovic ont eu l'extrême générosité de nous donner les fonds concernant leur recherche à Djerba il y a quelques décennies et qui sont aujourd'hui disponibles. Une famille, la famille Usan, nous a donné toute une série de photos et notre ami Martino Upizzi a pu les réunir dans une exposition virtuelle qui est disponible sur la bibliothèque numérique de l'Alliance. Vous avez mentionné la recherche sur les cimetières menée par Marc et Michel Felbous, à laquelle Yann Nedjar est très, très impliqué évidemment également. Eh bien, nous sommes en train de travailler avec monsieur et madame Felbous pour que les images de ces tombes en liaison avec les noms des personnes puissent être accessibles à travers la bibliothèque numérique de l'Alliance. Donc, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, il y a énormément de choses à trouver. Aussi, par exemple, des choses qui peuvent sembler des détails, mais vous avez mentionné des paraphes rabbiniques. C'est un objet en soi d'études et de recherche qui peut beaucoup servir. Je signale que même au 19e et 20e siècle, la bibliothèque de l'Alliance dans ses archives en recèle des milliers. Dans toutes les correspondances en hébreu qui ont été adressées de tous les coins de la Méditerranée à l'Alliance pour ouvrir une école, pour se plaindre, pour signaler des exactions, etc. Beaucoup de ces lettres en hébreu sont signées par tous les comités rabbiniques locaux avec des signatures. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être à nouveau exploré. Donc, voilà, c'est d'une richesse infinie. J'aurais peut-être une question à moitié sérieuse, mais quand même, je ne sais pas qui voudra répondre, peut-être Gilles Boulu. Finalement, vos découvertes ici, est-ce qu'elles remettent en question la traditionnelle rivalité entre Grana et Tounsa en Tunisie? Et est-ce que pour les générations qui viennent, cela va peut-être modifier cette répartition très, on va dire, très marquée entre ces deux parties de la population tunisienne? Peut-être un petit peu, parce qu'effectivement, on a quelques familles Touansa, donc autochtones de Tunis, vous avez vu, comme les Nataf, les Cohen Tanouji, puis on a aussi des Bismuth, etc., des Usans, donc peut-être, qui faisaient donc du commerce à Livourne, 18e, 19e. Donc effectivement, ça peut peut-être remettre en question, mais vous savez, les Livournais, parfois c'est difficile, hein. Nous avions prouvé dans notre livre précédent que de toute façon, il y avait une communion progressivement entre les Juifs d'origine livournaise et les Juifs d'origine tunisienne. J'en veux pour preuve, moi-même, je m'appelle Nedjar, mais ma mère s'appelait Calvo de Paz. Et d'ailleurs, nous avons découvert avec Gilles que nous étions cousins très proches, puisque Gilles s'appelle de Paz de par sa mère. Donc, entre Gilles de Paz, Alain Nedjar de Paz, Liliane Nedjar, eh bien, c'est une histoire de famille, ce livre.
Très bien. Alors, si ça peut contribuer aussi à ce genre de rapprochement, c'est un bonus. Parmi les commentaires que je vois, beaucoup de commentaires appréciatifs qui ont beaucoup aimé votre travail, aimé le livre, ceux qui se le sont procuré et aimé la présentation qui en a été faite ce soir. Alain et Liliane Nedjar, si vous avez quelque chose. Oui, disons que d'abord, merci vraiment à l'Alliance de nous avoir accueillis. Avec Gilles et Liliane, nous allons continuer nos travaux. Le livre actuellement a l'air de plaire, de fonctionner, et il n'est pas incertain qu'à l'avenir, il y aura un 3e tome, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais nous avons, je dirais, de quoi raconter, et plus on entre dans l'histoire des Juifs livournais, dans le travail que nous avons accompli, et le plus c'est passionnant. Donc, il n'y a pas de raison de lâcher l'affaire. Gilles, un dernier mot? Je rejoins Alain. Je remercie beaucoup, bien sûr, l'Alliance de nous avoir invités à faire cette conférence. Et puis, oui, comme dit Alain, on a pas mal de projets en perspective. En fait, c'est presque infini, puisque on a l'habitude nous-mêmes d'écrire pas mal d'articles dans la revue du CERF d'Unéalogie. Et grâce à ces Ketubot, maintenant, on peut à l'infini, j'allais dire, faire des généalogies familiales, comme je vous ai montré. Parce que là, j'en ai présenté, il y en a 30 dans le livre, mais en fait, on peut en faire plusieurs centaines. Vous voyez, grâce à toutes ces sources. Et puis, c'est vrai que, comme dit Alain, on a encore d'autres domaines, notamment vers l'Italie. On a d'autres communautés, comme Pise, où il y a des archives bien conservées, etc. Bon, après, il y a encore d'autres villes. Donc, on a du travail. On a aussi du travail avec nos amis du cercle, comme Philippe Danan, qui s'occupe donc des Juifs d'Alger, puisqu'on peut faire des corrélations avec les Juifs d'Alger qui sont passés à Livourne, etc. Faire des généalogies de ce point de vue-là aussi. En fait, c'est infini, si vous voulez. Plus ce que je vous avais dit pour terminer, mes dernières diapos, alors là c'est un peu plus complexe, c'est concernant les marins portugais. Donc ça c'est le but suprême concernant les judéo-portugais, uniquement bien sûr, il n'y a pas que les judéo-portugais dans Livourne, mais c'est donc de rejoindre nos cousins éloignés, on va dire, donc présents au Portugal actuellement, et utiliser les archives de l'Inquisition et les archives paroissiales, en fait, chrétiennes, etc., et remonter plus loin, le but suprême étant de remonter évidemment à l'expédition de 1492, mais on continue, hors dynastie rabbinique exceptionnelle. Voilà. Et donc ça, c'est le but suprême. Mais vous voyez qu'on y arrive, ça fait plusieurs années, on arrive maintenant, on est début 17e déjà, alors qu'avant, on n'était qu'au 19e il y a quelques années. Donc petit à petit, on y arrive. Très bien. Écoutez, on va en terminer là. Juste une remarque pour finir. Dans notre métier d'archiviste et de bibliothécaire, pendant très longtemps, je dois le dire, je dois l'avouer, le généalogiste, c'était un peu l'ennemi. Surtout dans les archives municipales, les archives départementales, les généalogistes n'étaient pas bien reçus parce qu'ils étaient très exigeants, ils demandaient beaucoup de choses et puis les services n'étaient pas équipés pour. Vient l'informatisation, vient la mise en ligne de milliers de bases de données, de noms, etc. Et alors là, tout le monde est content, aussi bien les archivistes qui ont pu faire progresser leur travail grâce finalement à la pression des généalogistes et les généalogistes eux-mêmes qui, sans se déplacer maintenant, peuvent trouver des sources. Et là, on est à une autre étape qui est ce sont les historiens et ce sont les archivistes qui sont redevables aux généalogistes de trouver, de mettre à jour, de mettre en lumière et d'exploiter des sources qui, jusque-là, demeuraient inconnues ou en tout cas muettes. Donc, pour tout cela, vraiment, je vous remercie collectivement, si j'ose dire, et je suis persuadé qu'il y aura encore beaucoup de nouvelles recherches. Donc, merci à vous tous. Alain et Liliane Nedjar, Gilles Boulu, Philippe Danan d'avoir animé cette soirée. Merci au Cercle de généalogie juive dans son ensemble, au programme Maber et à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui a été ravi de vous accueillir ce soir. Et j'espère que nous nous retrouverons bientôt pour d'autres conférences.